Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Madame, Monsieur, bienvenue, bonjour, heureux de vous retrouver une nouvelle fois au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. C'est le 135e numéro de ce programme co-animé avec mon complice habituel Vigile Arouansé qui ce matin encore répond présent à son micro. Vigile, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors Vigile, depuis plus de 4 mois maintenant, il s'était eu donnant l'impression de s'être assoupli après 10 ans d'une gouvernance tam-tam. Mais ça y est, ils ont parlé, les Foscori pour un Bénin émergent, ou plutôt les acteurs qui en restent ont exercé un droit de critique qu'ils jugent constructive sur la gouvernance de celui qui a pris la succession de leur champion. Et c'est bien à juste titre que nous recevons l'un des porte-flambeaux de cette alliance politique. Benoît Degla, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes un personnage connu que je ne prendrai pas le risque de présenter, sauf à rappeler que vous aviez assumé précédemment les charges importantes de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique aux côtés de Boni Ayi, que vous êtes un baron des Foscori pour un Bénin émergent, que vous êtes actuellement député à l'Assemblée nationale. C'est fort de ces différents motifs et de votre connaissance des sujets qui font l'actualité que vous êtes notre invité pour le compte de cette édition du Grand Rendez-vous. Merci d'être venu vous consacrer à cet exercice dominical d'explication, d'analyse et de commentaires des actes posés et de la parole entendue. Alors, Monsieur Degla, les FCBE dont vous êtes l'une des têtes de pont ont pris la parole cette semaine à la faveur d'une conférence de presse. En le faisant, comment vous définissez-vous? Comme un regroupement politique de l'opposition ou alors comme un groupe soutenant l'action du gouvernement Talon? Merci, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs. Et merci de m'avoir invité. Je voudrais d'entrée dire que l'introduction que vous avez faite par rapport à la gestion du gouvernement précédent ne cadre pas avec la réalité, à moins que vous n'ayez pas apprécié dans toutes leurs dimensions et dans tous les compartiments ce qui a été fait pendant 10 ans. Je suis convaincu qu'il y a du bon, mais qu'il y a aussi du mauvais, parce qu'en 10 ans, on ne peut pas avoir tout fait de bon. Il est évident que des erreurs étaient commises, des fautes étaient commises, on le reconnaît. C'est une évidence ce que vous affirmez. Mais oui, bien sûr, mais oui, tel que c'est pris à l'introduction, il faudrait quand même que j'apporte. Je n'ai pas encore parlé de votre gestion, monsieur. Non, vous êtes la gestion des 10 ans et vous avez utilisé les termes. Ceci étant, je voudrais faire le distinguo entre, au sein de la famille FCBE, je voudrais dire ceci. La FCBE, c'est une alliance de plusieurs dizaines de partis politiques, de personnalités de mouvements. Et il y a des députés qui ont été élus sur la liste FCBE, qui ensemble, avec des alliés, ont mis en place ce que nous appelons l'intergroupe FCBE et alliés à l'Assemblée nationale. Et l'intergroupe s'est prononcé le mois dernier à grand propos, et nous avons défini clairement notre ligne, qui est celle, n'est-ce pas, en tant qu'élus de la nation que nous sommes, d'apporter une note, d'aider le président Patrice Talon à mettre en œuvre sa politique, à mettre en œuvre son projet de société, parce que c'est sur cette base-là qu'il a été élu. Et nous, députés, nous avons l'une de nos missions premières, c'est de voter les lois. Il ne peut pas nous envoyer des ratifications qui concernent nos localités pour que nous puissions dire non. Au sein de la famille FCBE, il y a des sensibilités, comme il y en a aussi dans d'autres pays, comme il y en a dans d'autres groupes politiques. Au Bénin, il y a des sensibilités. Et nous avons adopté, nous, en tant que députés, une position qui est celle d'accompagner, mais de rester très vigilant et de dénoncer avec force rigueur tout ce qui va contre les intérêts du peuple. Je crois que l'Alliance FCBE, dans son communiqué, n'a pas dit mieux que ça. Donc, c'est vrai, il y a eu des éléments sur lesquels elle s'est attardée, l'Alliance FCBE, mais nous avons travaillé comme députés à l'Assemblée nationale et notre communiqué est parti, a été rédigé en tant que député à l'Assemblée nationale où nous avons des missions et des tâches précises au sein de l'hémicycle.
Accompagner le président Patrice Talon, c'est ce que l'opinion avait le plus retenu de cette sortie de Grand Popo. Une sortie qui est venue en contradiction, comme en contradiction à celle de Grand Popo, c'est celle à laquelle faisait allusion Wilfred Aviadon, la sortie donc de Azatasso, le coordonnateur et consort. Oui, je vous ai dit qu'ils se sont attardés sur certains éléments, sur certains pans des activités menées par le gouvernement Patrice Talon pendant les 100 premiers jours. Aujourd'hui, nous sommes à près de 150 jours, nous n'allons pas continuer de revenir là-dessus. Ce que je veux dire simplement est que notre population doit pouvoir retenir. C'est que nous voulons copier à l'identique ce qui se fait ailleurs. Voilà, lorsque il y a une mouvance, il faudrait qu'il y ait une opposition farouche, critique, agressive. Mais non, nous avons dans notre pays, nous avons des réalités qui ne sont pas les réalités d'ailleurs. Je l'ai dit sur plusieurs chaînes, plusieurs antennes. Mais écoutez, en France, le combat qui oppose les Français, c'est quoi? C'est mariage pour tous, c'est la construction d'un aéroport à tel endroit. Mais nous, c'est pas ça. Nos préoccupations, c'est la construction des routes, la construction des centres de santé, la construction des infrastructures scolaires, le bien-être de la population, comment relever le panier de la ménagère. Ça, c'est nos problèmes à nous. Mais ces problèmes-là, lorsque le gouvernement qui est en place pense que pour pouvoir les améliorer, qu'il est en mesure de les améliorer et qu'il nous apporte à l'Assemblée les documents en vue de leur ratification, vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas nous opposer. Ça, c'était pour justifier votre proximité avec le président Patrice Talon, éventuellement, après avoir servi Boni Yahi pendant 10 ans. Mais est-ce que la contradiction n'est pas venue un peu trop tôt? C'est ce que je demandais tantôt. Écoutez, je vous dis encore, vous savez, nous aurions pu être là-bas, les députés, nous étions occupés à l'Assemblée pour certaines tâches données. Mais je vous dis, ce qu'ils ont dit à l'Alliance FCBE, en définitive, est-ce que c'est en contradiction à ce que nous avons dit? En dépit des commentaires qu'ils ont faits, en dépit des critiques qui ont été faites, ils ont reconnu, ils ont dit, nous allons rester dans une position de critique, nous serons dans une position où tout ce qui sera fait de mal sera dénoncé, comme ils ont eu à dénoncer certains actes. Comme fait la bonne opposition. Une opposition peut ne pas être celle qui tire sur tout. Elle peut être constructive. Bien sûr. Oui, Benoît Douglas, si on comprend votre développement, FCBE aujourd'hui n'est pas un regroupement de l'opposition. Est-ce que c'est ça que nous retenons de tout ce que vous avez dit? Je vous ai tout à l'heure dit qu'au sein de la FCBE, il y a plusieurs sensibilités. Le groupe FCBE qui a déclaré que lui il ne fera pas l'opposition abjecte, l'intergroupe, il a son point de vue. L'alliance elle-même, au sein de laquelle nous émanons, a pris une position dont nous ne pouvons pas nous soustraire. Seulement, nous apportons le bémol pour dire nous sommes à l'Assemblée et que nous avons des obligations constitutionnelles. Nous ne pouvons pas refuser de voter les lois. Nous ne pouvons pas refuser de ratifier de faire les ratifications. D'accompagner les réformes. Nous ne pouvons pas refuser de faire les réformes, évidemment. Ça dépend des réformes. Toute réforme qui ira dans le sens d'améliorer les conditions de vie de notre population, d'améliorer la gouvernance. Ces réformes-là, nous sommes prêts, nous allons les voter. Les yeux fermés. Très bien. Benoît Douglas, vous dites vouloir tirer la sonnette d'alarme par rapport à la gouvernance de Patrice Talon au pouvoir il y a juste 4 mois, alors qu'il vous accuse, lui, clairement, d'avoir laissé le pays dans un état catastrophique après 10 ans d'une gouvernance équivoque. Certains pensent et disent que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Qu'est-ce qui concrètement gêne les FCBE dans la gouvernance actuelle? Vous savez, la gouvernance, c'est une quête au quotidien. La gouvernance, le souhait premier de ceux qui ont perdu le pouvoir, l'autosatisfaction doit venir du fait que celui qui a succédé au gouvernement précédent puisse faire beaucoup mieux, puisse faire mieux. Ne pas le faire suscite des commentaires, suscite des réactions. Mais nous, ce que nous sommes en train de dire, en matière de gouvernance. Et je rappelle encore que je suis député à l'Assemblée nationale et que j'ai des obligations constitutionnelles, ce qui n'est pas le cas nécessairement de l'Alliance FCBE, qui est un regroupement de partis et de mouvements
qui a fait des constats. On peut pas refuser, n'est-ce pas, de dire, on peut pas le leur refuser. Ne pas le leur refuser, c'est comme si on leur privait de leurs droits constitutionnels. Maintenant, les cas qui ont été pris et qui ont été cités par rapport au coton, si vous voulez que je parle de ça, par rapport au coton, mais nous sommes, vous savez très bien qu'il y a des sociétés qui, par le passé, étaient en litige avec l'État. Et que ces sociétés se retrouvent aujourd'hui bénéficiaires d'un certain nombre d'avantages, ça pose problème. La justice devra alors faire rapidement son travail. Moi, je suis heureux que la semaine écoulée, les acteurs du coton se soient retrouvés, je crois, je ne sais pas si c'est à l'hôtel Azalaï, pour mettre en place une structure provisoire pour gérer le coton. Ça, c'est déjà bien. Et non mettre en avant toutes ces sociétés qui avaient été critiquées, qui ont les dossiers pendant devant la justice. L'idéal aurait été que la justice tranchâtre d'abord et qu'après, on voie qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Si l'État s'est trompé en son temps en prenant des décisions des décisions qui est privé ces sociétés-là de leurs droits, l'État est dans l'obligation de les dédommager. C'est ce que l'Alliance a voulu ressortir. Mais je dis encore une fois, le fait qu'on ait aujourd'hui une structure provisoire pour conduire la campagne cotonnière est une très bonne chose. Elle permet à tout le monde, n'est-ce pas, d'être tranquille aujourd'hui et d'attendre que le coton, la production atteigne un sommet jamais atteint. Alors, la FCBE parle de décaissement de milliards au profit de cette filière, ce qui est loin quand même d'être nouveau. Vigilance se rappelle que cette filière, alors que vous étiez aux affaires, avait bénéficié au début du mandat du président Boni Yayi en 2006 de gros montants, toujours en milliards, et même sur les 10 ans, sans résultat probant, disent certains. Alors, à quel niveau situez-vous concrètement le problème en ce qui concerne la filière coton? Parce que on en parle dans tous les sens et on s'y perd. Oui, monsieur, permettez-moi de ne pas continuer à parler de coton, parce que le coton, tout le monde en parle parce que il fait travailler, si ma mémoire ne me trompe pas, 60 à 70% de la population béninoise, c'est-à-dire les paysans, les producteurs, les transporteurs, les manutentionnaires, etc. Donc, c'est à défaut du pétrole, à défaut de ressources minières, toute l'attention est concentrée, va vers ce produit de rente, ce qui n'est pas bon. Il aurait fallu diversifier. Pourquoi on ne parle plus seulement de coton, mais qu'on parle aussi d'autres filières, palmiers à huile, arachides, etc. Aujourd'hui, nous sommes encore au coton. C'est dommage. Je reconnais. C'est une filière qui engrange beaucoup de milliards. De tout temps, ça a été fait. Vous prenez les rapports pendant la période de feu, Mathieu Kérékou, c'est une filière qui a toujours pour laquelle des milliards ont toujours été mobilisés. Malheureusement, on n'a jamais atteint les résultats, les résultats, parce que raison de pluie, parfois pour cause de pluie, pour cause de sécheresse, pour cause de qualité d'engrais, etc. Donc, moi, je pense que... Vous parlez de coton parce que, il s'agit aussi de Patrice Talon, un grand acteur du coton, non? Le président Patrice Talon, devenu président, devrait plus être acteur de coton. Il devrait plus être acteur de coton, et il a bien dit qu'il cesse d'être acteur de coton. Donc, nous n'avons pas à parler par rapport. On parle par rapport à une situation donnée, la critique de l'Alliance FCBE par rapport aux milliards, et je vous ai répondu. C'est pas par rapport au président Talon, Patrice Talon, que je parle, que je réponds moi. Mais est-ce que finalement, vous ne donnez pas l'impression de vous désolidariser un peu de ce que vos compagnons de FCBE ont eu à dire parce que vous êtes député à l'Assemblée nationale, Benoît Degrelle? Absolument pas. Absolument. Je vous ai dit donc vous êtes solidaire de ce qu'ils ont dit? Je vous l'avais dit déjà. Je vous l'ai dit, mais seulement j'ai mis un bémol pour dire que nous autres, nous allons mesurer le travail que fait le gouvernement du président Patrice Talon à travers les résultats
qui impactent sur nos populations, à travers les résultats qui impactent sur le bien-être de nos citoyens à l'Assemblée. C'est ce que nous avons dit. Mais cela ne nous empêche pas, lorsque nous en serons convaincus, d'apporter les critiques, même les plus acerbes, par rapport à des dérapages, s'il y en avait. On l'a dit. Donc, ce n'est pas une question de se désolidariser, mais c'est une question de timing. Nous sommes intervenus à 100 jours pile, à Grand Popo, de la prise de pouvoir par le président Patrice Talon, et que l'Alliance le fasse un mois après, où il y a certains éléments qui se soient ajoutés. Ne pensez pas que nous soyons en contradiction. Alors, à écouter la FCBE, on entend que le Bénin va mal. Si le pays, après seulement 100 jours, mettons 4 mois de gouvernance de Patrice Talon, va si mal en si peu de temps, ne se pose-t-il pas clairement là la problématique de votre propre bilan en tant que gestionnaire de ce pays sur les 10 dernières années? Dans quel état le régime auquel vous avez appartenu a laissé le Bénin? Alors, il ne m'appartient pas de faire le bilan. Je crois que si nous voulons avancer, nous devons cesser de regarder chaque fois dans le rétroviseur de peur de casser la voiture. Nous devons cesser de regarder dans le rétroviseur et de rester vigilants par rapport au projet de société du président Patrice Talon, qui sera transformé certainement, puisque c'est une coalition qui est au pouvoir, en programme d'action gouvernemental. C'est ça qui est le plus important. Que les gens parlent, mais on doit laisser le président Patrice Talon dérouler son projet de société ou le programme d'action de son gouvernement. Mais à force de rabattre les oreilles avec ce qui s'est passé, ce qui s'est passé doit faire l'objet d'un audit. On doit pouvoir, le gouvernement, pour rassurer le peuple béninois que ce qu'il est en train de dire, que les commentaires qu'ils sont en train de dire sont faux, doit pouvoir faire les audits et les rendre disponibles. Et lorsque il y a constat que des impairs ont été commis, que la justice en soit saisie. C'est comme ça. Aucun audit ne doit faire l'objet, n'est-ce pas, de chantage vis-à-vis de qui que ce soit. Mais vous nous rappelez les audits de Boniaï, ça n'a pas été je ne sais pas. Oui, je pense que ce que l'erreur que le régime a commise, n'est-ce pas, c'est que en 2006, des audits ont été commandités, les résultats sont sortis, malheureusement n'ont pas été publiés. On dit que ça a été utilisé tout le temps comme de chantage. Je dis que c'est l'erreur qui a été commise de n'avoir pas rendu public. Pour que, si les audits, les résultats avaient été rendus publics, il y en a qui aujourd'hui, même dans le camp de la rupture, n'oseraient pas lever le petit doigt. Mais le passé est passé. Aujourd'hui, nous voulons que le président Talon puisse faire mieux en la matière que ce qui a été fait il y a 10 ans. Oui, malheureusement, c'est pas nous qui le disons, je suis peut-être d'accord avec vous sur le sujet, à vouloir trop regarder dans le rétroviseur, on peut casser la voiture, ça c'est vrai, mais c'est le gouvernement actuel qui a succédé au vote, qui tente de faire un état des lieux, et il dit que l'état des lieux de la situation que vous avez laissée est épouvantable, un endettement quasi pharaonique, tant sur les engagements intérieurs qu'extérieurs. On parle par exemple de l'épuisement de certaines lignes du budget avant la fin du premier trimestre de l'année budgétaire 2016, des frais de voyage pour les officiels évalués à 17 milliards en 2015 et d'autres curiosités de ce type. Alors sur le sujet, on ne vous a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous avez un commentaire? Je voudrais nous éviter d'être trop WhatsApp ou Facebook. Ces données officielles, ce sont des données. Écoutez, mais qui ont été contredites, vous avez vu, ça a été contredit. Je prends par exemple au niveau de l'Assemblée nationale, lorsque le ministre de l'Agriculture parlait de 19-29 milliards, je crois qu'il a été contredit sur le champ. Et aujourd'hui, c'est le chiffre communiqué par l'ancien DG de la Sonapra qui est maintenu. 12 milliards au lieu de 29 milliards. Mais les chiffres que je rappelle ont été retirés par le ministre. Les chiffres que vous avez fixés, écoutez, les chiffres que vous venez de communiquer, ce sont des chiffres qui sont soumis à caution. Il y a des doutes par rapport à ces chiffres-là, puisque vous avez aussi écouté, aussi écouté des réactions, peut-être pas des financiers, peut-être de l'ancien système, mais des gens qui ont servi et qui ont dit
que c'était pas exact. Vous avez eu la publication d'un rapport du FMI par rapport à l'endettement. Dans la sous-région, le taux d'endettement du Bénin, il est de combien? Nous ne sommes pas mis les derniers. On endette un pays pour le construire. Si la Côte d'Ivoire dans cet état-là, c'est l'endettement. C'est vrai, notre pays n'a pas fait le choix, n'a pas fait ce choix. Mais comprenez aussi que le système par lequel le gouvernement Boni Yayi a voulu procéder au financement d'un certain nombre d'infrastructures, le partenariat public-privé, mais c'est pas nouveau, c'est pas seulement au Bénin. Et vous n'y êtes pas allé, puisqu'il n'a pas l'arsenal juridique. Mais bien sûr, mais déjà, il y avait pensé. Qui a introduit le projet de loi? Qui l'a introduit? Et pourquoi ça traînait si tant à l'Assemblée s'il n'y avait pas des arrière-pensées politiques? Ça aurait pu passer depuis longtemps. Pourtant, la majorité, c'est à vous. Mais non, justement. Non. Vous vous trompez. Elle n'existait plus, la majorité, pour nous. Sinon, ça serait passé. On doit les 41 députés, les 42 députés pour demander une étude en urgence. Il y a eu main basse sur ce dossier. Exprès. Il y a eu main basse sur ce dossier. Pourquoi c'était voté en quelques minutes après? C'est politique. Et donc, analysons les faits, mais tenons compte aussi de l'environnement politique de notre pays, qui à un moment donné, c'était tout, sauf du Yayi. Et c'est ça la conséquence. On n'a pas pu voter, mais il y a des engagements. Ça a suscité un engouement chez les partenaires. Mais on ne pouvait pas refuser. Et aujourd'hui, c'est bien que ce projet, cette loi soit votée, c'est bien. Et bien. Nous attendons et on verra bien si on va pas s'endetter. Ce que vous dites est peut-être vrai, mais quand on doit s'endetter, est-ce qu'on ne doit pas faire ça dans une certaine proportion quand même? Est-ce qu'on s'endette de façon illimitée? Le gouvernement parle de 1200 milliards de dettes, d'engagement extérieur sur une période quand même assez courte. 3 mois. Qu'est-ce qui justifie ça, Benoît Desclats? Écoutez, faisons attention. Le gouvernement s'est endetté par rapport à quoi? Le gouvernement, c'est les endettements dans le cadre des 3P. Mais aujourd'hui... Qu'est-ce que c'est les 3P? Mais c'est le partenariat public-privé. D'accord, oui, c'est pour les auditeurs. C'est dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, mais attendez, 1200 milliards, c'est moins du budget du Bénin en un an. D'accord? Mais c'est presque le budget du Bénin aussi. Non, c'est pas presque le budget, c'est moins du budget Le budget, c'est 1 million. C'est 1500 milliards environ. Écoutez, c'est ramené à 1500, à 1800, je crois. C'est pas ça. C'est ramené à 1800 milliards, quelque chose comme ça. Après, le collectif budgétaire, moi, je n'étais pas présent lors de ce vote-là. Mais, pour construire une route, ce n'est pas 10 milliards, ce n'est pas 50 milliards, une route de qualité. Mais l'ensemble des routes prévues pour être construites, est-ce qu'elles valent les infrastructures prévues? Est-ce qu'elles valent les 1200 milliards? Maintenant que le gouvernement pense qu'il peut endetter davantage le Bénin et qu'il retire, et surtout qu'il n'y a pas l'arsenal juridique, où est le débat? Qu'on arrête. Où est le débat? Il y a des lignes qui ont été épuisées en 3 mois ou en moins de 3 mois. Ça, c'est vous qui le dites, je ne sais pas. C'est ce que le ministre des Finances dit. Ça, c'est le ministre mais vous ne voulez quand même pas que nous désacralisons la parole officielle quand vous étiez aux affaires et que vous donnez des informations. On est je vous dis que je ne sais pas. Systématiquement en doute. Tout ce qui est en doute, mais c'est incroyable. Je vous dis que j'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit je ne sais pas. Ah d'accord. Vous ne savez pas. Très bien. Mais non. Cela ne veut pas dire que c'est faux. Je vous ai dit. C'est quand même le ministre des Finances qui l'a dit. Écoutez, il a eu à être démenti. Ah oui, donc, enfin, il y a eu des occasions, il a été démenti. Cela peut au sein même du gouvernement. Au sein même du gouvernement. Vous savez très bien, les deux étaient à l'Assemblée nationale, et lui et le ministre d'État, Abiotane, ne s'est pas entendu sur des chiffres. Très bien, ça veut dire que, à vous comprendre, tout ce que le gouvernement dit est faux, ou bien on ne doit pas prendre au sérieux les chiffres qu'il nous donne. Mais monsieur, c'est très dangereux que vous arrivez à cette conclusion. Non, c'est ce qu'on semble comprendre. Non, vous trompez. D'accord, alors expliquez-vous. Je vous ai dit que je ne sais pas. D'accord? C'est fait preuve d'honnêteté intellectuelle. Maintenant, quand vous voulez me faire avaler que, effectivement, tout ce qui est dit, c'est vrai, je vous dis, il y a eu des occasions où les chiffres se sont contredits. Vous allez me refuser ce point-là. Quels sont les vrais chiffres, à votre avis? Je n'en ai pas, moi.
Bon, d'accord. Alors on va continuer. Alors, Je l'ai pas. Ce sur quoi peut-être vous allez pouvoir nous donner des chiffres ou bien parce que vous avez certainement une expertise en la matière, c'est les questions de sécurité. Parmi les sujets qui vous préoccupent se loge donc cette sécurité qui aujourd'hui est sans jeu de mots le talon d'Achille du nouveau pouvoir. Si vous aviez été face à cette subite et insolite recrudescence du grand banditisme dans le pays, qu'auriez-vous fait concrètement? La question, je l'adresse donc à l'ancien ministre de l'Intérieur que vous êtes. Merci encore une fois. Je pense qu'aujourd'hui, sans être policier, militaire ou gendarme, je peux parler de sécurité. Après mon passage de 28 mois à la tête du ministère de l'Intérieur, 18 mois à la tête, comme conseiller spécial à la sécurité du président de la République et président de la Commission nationale de lutte contre les armes légères, et ensuite, pour avoir approfondi mes connaissances en criminologie, je pense que je peux quand même... Vous avez fait des études, c'est ça? C'est pas, la passion m'a amené, parce que j'ai aimé. J'ai aimé. Ça a été couronné par un diplôme à fumer. Master 2, Bien sûr. en criminologie. Alors, notre constitution prévoit en ses articles 8 et 15, je crois, que l'État a l'obligation de protéger le citoyen et de lui garantir sa sécurité. Ceci étant, tout citoyen doit pouvoir logiquement bénéficier de cela. Mais est-ce qu'il y a un seul pays au monde qu'on peut citer et dire que cela est garanti? Je dis non. La sécurité, le problème de la sécurité est au quotidien, parce qu'il s'agit d'un problème social. Et en tant que tel, c'est les stratégies mises en place par chaque gouvernement qui permettent de contenir ce qu'on appelle la criminalité. Parce que nous avons tendance à confondre criminalité, sécurité. La sécurité, c'est l'état d'esprit que j'ai d'être tranquille, d'être en toute quiétude. Mon état d'esprit de pouvoir aller et venir sans risque, et sans qu'il y ait des risques, sans que je sois agressé. Et c'est ça, la sécurité. Tandis que la criminalité, dont on devrait parler, c'est l'ensemble des crimes et des délits que commettent les hors-la-loi dans un espace donné, dans un pays donné. Je ne vais pas aller loin dans la définition, parce qu'il y a aussi la délinquance, et la délinquance, c'est la criminalité, mais évaluée sur le temps. Donc, par rapport à ça, je disais donc que chaque pays doit définir sa politique sécuritaire en fonction de l'environnement sous-régional, qui est le cas chez nous, en tenant compte du social chez nous, et en tenant compte, n'est-ce pas, des priorités, parce qu'il ne peut pas avoir de développement sans sécurité. Le gouvernement du président Patrice Talon en est conscient, parce que on a écouté les communiqués, les conseils de ministres, où des opérations ont été menées, Mamba est renouvelé quelques jours après. Mais je dis qu'au-delà de tout ça là, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour que le Béninois se sente en sécurité. Il a quoi à faire, par exemple? Oui, j'ai entendu, du moins on m'a rapporté, j'étais pas là, j'étais à l'étranger, que le ministre en charge de la sécurité aurait dit simplement que la solution, l'une des solutions fondamentales, c'est que les Béninois se prennent eux-mêmes en charge et qu'ils prennent les dispositions pour se protéger, pour protéger leurs biens et leurs personnes. Il a dit à l'Assemblée nationale. Il a dit à l'Assemblée nationale, c'est mal dit. Il a aussi dit, lors d'un bilan qu'il faisait, que à part les vols et puis les braquages, le Bénin en sécurité. C'est grave de le dire. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Non, tant que je vous ai donné la définition de ce qu'est sécurité. Et tant que parce que vous, si je suis votre cohabitant et qu'on vous vole votre moto, moi je ne suis pas sûr cette nuit-là de bien dormir. Parce que ça peut être mon tour demain.
Si je suis en route pour Boycon et qu'on me dit qu'il y a braquage à Sékou, écoutez, ce que je ferai d'abord, c'est de garer mon véhicule. Et puis de savoir après quelle information que je vais recevoir pour me permettre de communiquer. Donc là, ce n'est pas... C'est-à-dire que dès l'instant où l'esprit prend conscience que l'homme peut être en danger, on est en insécurité. Et je vous ai dit que la sécurité zéro n'existe dans aucun pays du monde. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas, selon ce que dit Sakalafia, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de coproduction de la sécurité par les citoyens? Est-ce que les citoyens ne doivent pas prendre des précautions? Non, je vais informer les forces de l'ordre. Je vais en venir. Écoutez, j'ai été le premier, c'est vrai, modestie mise à part, j'ai été le premier à mettre en branle un système d'implication des sociétés, et les brochures existent, et nous avons été financés par des partenaires au développement pour conduire l'opération qui a été enterrée après mon départ. Je vais vous dire ceci, si vous voulez de la consultation gratuite. Je pense qu'on peut faire quelques propositions. C'est pour les auditeurs. Oui, on peut faire quelques propositions. Pour les auditeurs. Vous savez, pas particulièrement passionné par la sécurité. Alors, il faut renforcer le personnel des forces de sécurité et de défense en effectif. Il faut renforcer l'effectif. Il faut recruter davantage. Ou alors chercher des solutions. J'en viendrai là. Il faut recruter. Pourquoi? Parce que le ratio individu que je suis et le ratio agent de police ou agent de gendarme par rapport à la population, nous avons le chiffre le plus bas. Je ne vais pas le dire ici. Même le Togo nous dépasse 2 fois. C'est-à-dire que le Bénin est l'un des pays les plus sécurisés de la sous-région, c'est ça? Mais non! Ah, le contraire. Le contraire. D'accord. C'est-à-dire que, non, en ce qui concerne le personnel, il doit avoir un certain nombre de policiers et d'agents de police en exercice. Supposé garantir par rapport à la démographie. D'accord. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, il y a un travail de fond à faire. Nous sommes très loin de la norme internationale acceptée. La norme, normalement, c'est combien? Je ne peux pas le dire. Non, mais ça, ce n'est pas encore une grave. Non, je ne peux pas le dire. D'accord. La norme, sachez que c'est moins de 1000. C'est tout. Pour un policier, pour un agent de... Voilà. Ça veut dire, imaginez-vous un peu combien on devrait en avoir pour 10 millions de citoyens. Voilà. Alors, chacun prend sa calculette. Alors, la dotation en matériel roulant, moto, voiture, vélo. Vous savez, nos policiers ont des problèmes énormes de déplacement. Ils ont un garage à Zobohoué. Vous y allez, vous trouvez des véhicules qui sont en panne uniquement parce qu'il manque une batterie. Juste parce que la clé est cassée dedans. Il y a un problème de maintenance. Il y a un garage qui n'est pas opérationnel. C'est un problème de maintenance ou un problème de gouvernance? Non, écoutez, oui, cela va de soi. Si c'est bien organisé, le garage doit être fonctionnel. Pour qu'un véhicule qui est en panne, on puisse le réparer rapidement. De mon temps. Je suis désolé. Et parce que les policiers, ils sont encore là, les responsables sont encore là. Moi, je faisais venir sur Cotonou l'ensemble des véhicules garés sur l'ensemble du territoire pour les faire réparer, pour les rendre fonctionnels, au moins pour quelques temps encore. Et ça permet, n'est-ce pas, de les rendre plus visibles. Ça leur permet de répondre aux sollicitations des populations. Qu'il faut penser à la pose, je dis ça pêle-mêle, à la pose de caméras de surveillance à des endroits publics, les centres commerciaux. Il est important que cela s'efface. Ça, c'est l'État qui va le faire ou c'est... Oui, l'État le fait partout dans le monde. La Côte d'Ivoire il y a 1 an, était à 1700 caméras. Je crois qu'ils doivent être bien au-delà. Le Ghana a commencé, ils doivent être à 600-700 caméras. Pour Accra, le Togo envisage de le faire, donc c'est pas nouveau. Mais vous ne l'avez pas initié quand vous étiez... oui, mais bien sûr que les dossiers sont là, le dossier est là. Le dossier est là au ministère si le ministre Sakalafia m'entend, il sait très bien que le dossier est là. Et c'est là où le retrouver. J'étais bloqué à cause d'une incompréhension par rapport au parcours du chef de l'État. Il y avait une incompréhension entre le ministère de l'Intérieur et
La présidence. Et la présidence. Tout simplement. Enfin, il y avait une question de sécurité du président. Voilà. Ce que nous avions envisagé faire. Donc, le dossier est encore là. On peut l'améliorer, on peut le reprendre, mais tentons déjà de faire quelque chose. Cela n'empêche pas, n'est-ce pas, les structures commerciales, les banques, les grandes sociétés, les supermarchés et autres, de se doter de caméras, opérationnelles qu'on peut visualiser après, mais surtout d'avoir le courage, puisqu'on leur en a parlé, on leur dit, la sécurité de vos clients en dépend. Faites installer ces caméras-là, et en dehors de ces caméras, mais demandez à la police ou à la gendarmerie de mettre à votre disposition des agents. Vous avez vu le dernier braquage qu'il y a eu à Kadiaon. Les agents de sécurité qui sont là, sécurité privée, ils sont là uniquement pour faire garer les véhicules. C'est pas suffisant. Oui, mais justement, est-ce que le problème, ce n'est pas aussi la réactivité, puisque vous avez donné l'exemple de Kadiaon, on a dit qu'il avait 2 gendarmes sur place, et pourtant... C'est pas des gendarmes, c'était 2, il y a des agents je me suis renseigné. Sécurité civile. Sécurité civile. Et je vous dis, ils n'entrent pas dans le magasin, ils sont juste là pour aider à garer les véhicules. Alors que pour un magasin de cette taille-là, il doit avoir des agents en civil pour assurer la sécurité. Mais ça se négocie avec les forces de l'ordre, avec les directions de la police de la gendarmerie, pour voir dans quelle mesure les prix peuvent être revus pour qu'on puisse avoir dans ces centres-là du personnel. Puisque le braquage de bandits, il vous étudie et un jour il décide, il frappe. Et c'est malheureusement après qu'on se met à courir. Alors, Benoît Dagla, le sujet est vaste, on pourrait l'aborder toute l'émission, mais on a d'autres sujets. Oui, alors, je voulais dire ceci on doit pouvoir spécialiser, renforcer la spécialisation de nos policiers, de nos gendarmes, qui ne soient plus seulement des policiers. Parce qu'il faut avoir des unités formées, des unités spécialisées. Ils sont dépassés. Voilà, il faut améliorer les conditions de vie de ces policiers-là, parce que leur salaire, c'est dérisoire. Il faut qu'on puisse faire de l'état civil un élément dans la lutte contre l'insécurité, parce que nos frontières sont poreuses. Appelez-vous l'état civil, les brigades civiles? Non, pas l'état civil. L'acte de naissance. Okay. L'acte de naissance permet l'identification des personnes. L'acte de naissance permet de faire des actes, des cartes d'identité fiables. Mais tant que nous n'avons pas un fichier national unique, ça veut dire que n'importe qui peut se lever, il va dans un petit village à côté, il a une carte, et il a un acte de naissance qui lui permet d'avoir une carte d'identité, alors que c'est un étranger, il peut commettre son forfait et s'en aller sans qu'on puisse le rejoindre. Voilà. Alors, il faut qu'on y a énormément de frontières. Je vais finir rapidement en disant que par rapport à la population, aux citoyens, oui, nous avons entamé la mise en place des brigades de sécurité. On appelle ça les comités locaux de sécurité. Je les copié sur la France. Ils existent. C'est pour ça, quand quelque chose se passe, en 2-3 minutes, en quelques minutes, on a les informations. Il faut réactiver ça. Il faut réactiver ou l'améliorer comme on veut, mais il faut réactiver. Nous avons voulu faire le test avec... nous avons eu les rapports, nous avons eu des entretiens avec le ministre, avec le maire Léali en son temps, pour que les 144 arrondissement de Ouessé et de Cotonou, oui, mais c'est nostalgique, bien sûr. J'en reviens d'ailleurs. Ah bon, d'accord. Les 144 arrondissements puissent, n'est-ce pas, tester. On peut me parler là de coûts, mais si on calcule le nombre d'habitations qu'il y a dans Cotonou par 5 000 francs seulement par an, je pense qu'on aura les moyens de couvrir les brigades civiles, les comités locaux de sécurité qui pourront garantir la sécurité dans les vents. Et ça, c'est de l'expertise gratuite pour le régiment de la rupture. Très bien. Alors, l'autre question qui vous préoccupe également, c'est la carte universitaire. Il y a une sorte de levée de bouclier des députés de votre alliance à l'Assemblée nationale avec des déclarations assez fortes. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette affaire de réforme de la carte universitaire? Encore, je suis désolé de vous dire que c'est pas la FCBE. C'est pas la FCBE, ce n'est pas que les FCBE. C'est pas que les FCBE qui ont levé le ton. Hein? Et il y a eu 2 déclarations, et quand vous regardez bien, c'est les députés, toutes tendances confondues. Chacun défend d'abord son quartier. Parce que nous avons écouté, au lendemain du Conseil des ministres,
qui a approuvé le rapport de Madame la ministre sur la charte, sur la carte universitaire, il y a eu un levé de bouclier sur l'ensemble du territoire. Représentants du peuple que nous sommes, nous ne pouvons pas rester sourds. C'est ce que nous avons fait en demandant, à travers les déclarations, que la charte, la carte universitaire soit revue. Soit revue simplement parce que c'est aussi du domaine de la loi. L'article 98, à son tiret 18, spécifie que c'est du domaine de la loi et prévoit bien que les principes fondamentaux de l'enseignement et de la recherche sont du domaine de la loi. On me dira peut-être pourquoi cela n'avait pas été fait avant. C'est une faute. Enfin, c'est une erreur. On a fauté. Évidemment, on n'a pas mis toutes les universités n'ont pas été créées ensemble au même moment, mais c'est progressivement, certainement que c'est ce qui a été fait que... il n'a pas eu de loi, plutôt il a des décrets. Tout à fait. Et je dis que ça a été mal fait, puisque la loi prévoit que... C'est du domaine de la loi. C'est du domaine de la loi. Donc, aujourd'hui, nous avons rappelé cela au gouvernement, et qui a bien compris le message, et qui a accepté que nous puissions nous retrouver très bientôt dans un atelier pour rechercher une solution consensuelle. Le grand rendez-vous. Alors, Benoît Degla-Boniaï, votre leader charismatique, c'est bien comme ça qu'on dit, a manifestement, la bougeotte. Il joue, comme certains le disent, les troubles faits, comme à son habitude, on lui attribue des déclarations rapportées par la presse et dont il a le secret. Puisqu'il est coutumier du fait, les Béninois se demandent finalement, au regard de ce qu'on a entendu cette semaine, si au sein de votre alliance, il n'y a personne pour le calmer, il n'y a personne pour lui parler, il n'y a vraiment personne pour lui demander de passer à autre chose. Vous êtes dépassé. Ce matin, je ne suis pas dépassé. Je suis surpris parce que vous n'êtes pas capable de m'apporter la preuve, n'est-ce pas, de ces propos. Vous avez lu comme nous dans les médias. Écoutez. Donc comme dans un film en CPM, s'il vous plaît. Vous êtes une presse respectable. Vous avez compris. Je suis à Soleil FM. Vous avez une audience. Et ceux qui vous écoutent croient en vous. Cela pour dire quoi, M. Degla? Cela pour dire simplement que je ne voudrais pas que nous puissions dire du n'importe quoi. Vous êtes des techniques, vous avez la compétence, vous avez la possibilité d'investigation. Comment voulez-vous que moi je me prononce sur un fait dont je n'ai pas le support audio, je n'ai pas l'image, je n'ai rien. C'est à travers les réseaux sociaux que les faits ont été, s'il vous plaît, que les faits ont été colportés. À travers ces mêmes réseaux sociaux, vous avez vu les réactions d'un camp qui a démenti totalement, qui a dit quel était l'itinéraire du chef de l'État et qui dit qu'il n'a pas prononcé un mot. Moi, j'ai investigué. Justement, est-ce que vous en avez parlé avec Boniaï? Non, on n'a pas à parler avec lui. D'abord, il faut investiguer. Il faut s'assurer déjà qu'il l'a dit. Et je dis, à l'heure où je vous parle, assis dans votre studio, je n'ai pas encore la preuve. Je sais d'où est partie l'information, mais je n'ai pas encore la preuve. L'information est partie d'où? Vous n'avez pas envie de le dire. J'ai pas envie de le dire. Non, pour le moment. Non, mais le peuple le saura. Très très bientôt. Vous savez, parce qu'il est allé à Tourou. À l'aéroport de Tourou. Il est allé à l'aéroport de Tourou. Je tire, si vous permettez, je vais dire deux mots. L'aéroport est un lieu stratégique où la sûreté et la sécurité doivent être garanties à tout moment. L'aéroport de Tourou, la piste est déjà opérationnelle. Un ministre en charge des TP ne peut pas permettre que cette piste-là demeure en l'état. On doit mettre des blocs de béton pour empêcher toute circulation sur la piste. Vous avez vu les coppels en Angola, c'est sur une piste carrossable que les avions atterrissaient pour décharger les armements, pour les armes, pour l'unité de Savimbi, paix à son âme. En Côte d'Ivoire, ceux qui étaient au pouvoir en ce moment recevaient les armes via une piste de
de la région d'Abosso. Et ceux du Nord recevaient leur armement sur des voies carrossables dans la zone de Wangolo. Donc c'était la prévention que Boni Yaye était allé faire cette nuit. Mais non, je vais vous dire, mais laissez-moi en finir. Je veux dire simplement que d'abord, c'est pas bien que l'aéroport soit dans cet état-là non sécurisé. Ensuite, il doit avoir le personnel et il doit avoir les agents de sécurité, de forces de sécurité, de défense pour en surveiller l'accès. Donc, le président de la République, pour y aller, devrait, à mon humble avis, s'adresser au directeur départemental de TP, par exemple. Ah mais écoutez, je voudrais faire une petite visite à l'aéroport de Tourou. Celui-ci informe sa hiérarchie qui autorise pour lui faciliter la visite. Si ce n'est pas fait, c'est déplorable. C'est regrettable. Mais cela ne mérite pas. Alors qu'il n'a pas parlé à Tourou, ça ne mérite pas qu'un ministre, même s'il est en fonction, traite un ancien chef d'État des vil individus. Mais on lui attribue des propos. Écoutez, mais les propos, je vous donne, mais mettez ça à découvert, mettez les propos à découvert, dites simplement, faites-nous enregistrer les propos. Ça n'existe nulle part. Et on sait comment on fabrique les propos, s'il vous plaît. J'ai été ministre de l'Intérieur. Oui, mais en même temps, Benoît Degla, est-ce que Boni Yaye n'est pas coutumier de ce genre de propos? On en a entendu, il y a eu des enregistrements, est-ce que c'est la première fois qu'on lui attribue ce genre de propos? Non. Le dire pendant qu'on était président, et continuer de dire pendant qu'on ne l'est plus, il y a un problème. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un cas précis. Il est allé à Tourou, il est allé à Niki, je crois à Niki ou à Dali. Est-ce qu'il a tenu des propos de ce genre-là? Jugeons-le par rapport à ça. Notre constitution prévoit dans ses articles sur les libertés personnelles. Vous ne pouvez pas agresser comme ça quelqu'un alors que vous n'avez pas les preuves. Il n'a pas les preuves. Donc à vous entendre, Boni Yaye n'a jamais dit ça. Écoutez, on conclut là-dessus, on avance. Je dis, le fait d'y aller, déjà... Oui, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Deuxièmement, s'il a dit, je le dénoncerai avec force rigueur parce que il y a un président de la République. Nous devons pouvoir laisser le président actuel qui a gagné les élections travailler. Nous ne devons pas mettre péril à la demeure. Notre pays, le Bénin, nous appartient à tous. Le chef de l'État a servi la nation pendant 10 ans. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Je pense que c'est une fierté personnelle qu'il doit pouvoir ressentir. Donc il doit se ranger pour l'actuel. Oui, bien sûr. Et que l'actuel puisse faire ses preuves pour que le peuple apprécie dans 5 ans, dans 10 ans. Boni Yaye a toujours eu beaucoup d'énergie, même après le pouvoir, il en a, alors que tout le monde pense qu'il devait aller se reposer pour avoir aussi bien servi la nation. Mais alors, s'il a autant envie de continuer à servir ses compatriotes ou ses co-régionnaires, certainement parce qu'il a bon cœur, qu'il y trouve son bonheur, vous pourriez peut-être lui conseiller de créer une fondation. On dit qu'il distribue beaucoup d'argent dans ces incessants déplacements. Il pourrait peut-être utiliser plus intelligemment et plus efficacement ses sous, non? Obasanjo est parti du pouvoir il y a plus d'une dizaine d'années. Mais il continue d'être présent tous les jours, tant sur le plan international que sur le plan local. D'accord? Johnny Rawlings est parti du pouvoir, il y a près une vingtaine d'années. Il continue d'être présent partout, sur le plan national, dans les débats politiques. Il est toujours là. Il a demeuré aussi populaire qu'il était quand il était président. Vous ne pouvez pas refuser à un président, lorsqu'il part du pouvoir, d'aller s'enfermer dans sa chambre. Vous ne pouvez pas le refuser. Il peut animer. Nous avons de la chance au Bénin d'être l'un des rares pays à avoir des anciens présidents qui sont en vie. Oui, mais est-ce qu'avec ce qu'on lui reproche à tort ou à raison, il ne devient pas, contrairement aux autres, à ceux que vous citez, un élément perturbateur plutôt ici? Un genre de trouble fait. Oui, mais si on doit continuer de lui attribuer sans éléments probants, des propos de ce genre-là, c'est tout à fait normal qu'il finira par être un élément probant. Est-ce que ça participe d'une stratégie? C'est la question aussi que je me pose. Pourquoi?
Oui, mais en même temps, on sent une sorte de fébrilité chez Boni Yayi. Il n'est pas le premier ancien président que nous avons eu dans le pays. Il y a le président Soglo qui est toujours là. On a eu le président Mathieu Kérékou de vénérable mémoire. Mais il y a d'autres avant lui. Il y a le président Zissou que nous allons inhumer dans les jours à venir. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours de lui qu'on parle dans les médias et à son nom, on lit toujours des choses qui sont difficilement défendables? Je comprends votre embarras. Est-ce que vous savez à quel âge le président Soglo a quitté le pouvoir et les conditions dans lesquelles il est parti? Mais il continue d'animer la vie publique. Il est revenu quelque temps après comme maire de la ville de Cotonou, maire de la première ville, la plus grande ville de Cotonou. Oui, avec un budget faramineux, la mairie, d'accord, avec la gestion qui en a été faite. Vous savez, les propos, si vous avez oublié, les propos tenus par le président Soglo, ils n'ont jamais cessé d'être agressifs, mais ils ont été gérés avec élégance. Mais vous vous rappelez bien, Alessandre Routondi avait cette déclaration sur RFI également. C'était pas si élégant que ça, quand même. Mais écoutez, nous n'allons pas continuer de le faire parce que c'est pas élégant. Il a mal fait, il a mal dit, mais on ne peut pas continuer. C'est pas parce que c'est fait qu'il faut continuer de le faire. Le temps passe. Nous avons des exigences aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on doit pouvoir s'asseoir pour dire, enfin, on doit être en train de dire le président Patrice Talon est en train de construire telle route, et voilà, et il est en train d'apporter des solutions aux jeunes, de faire ci, de faire ça. Mais si on doit l'embrouiller, si on doit le perturber, si des magnétos autour de lui doivent continuer de l'embrouiller, de le distraire, on n'ira pas de l'avant. Moi, je veux qu'il réussisse, et qu'il réussisse mieux que l'affaire Yayi Boni. Mais ça, le peuple, du moins, et fait partie de quand il parle du peuple, la presse aussi, qui est débordée, qui est dépassée malheureusement par les réseaux sociaux, qui sont les plus grands informateurs de ce pays aujourd'hui, et malheureusement, c'est des mensonges, c'est du faux. Ça dépend de là où chacun va s'informer. Oui, c'est ça. Oui, vous savez, les réseaux sociaux, oui, mais faisons très attention parce que les réseaux sociaux, c'est ce qui est à la base de la révolution d'octobre, ce qui s'est passé dans les pays arabes là. C'est les réseaux sociaux. Ne souhaitons pas ça. Ne nous souhaitons pas ça. Les réseaux sociaux, c'est ce qui a fait partie Ouad. Ne nous souhaitons pas ça. Vous savez, vous avez vu en France déjà, on prend les dispositions pour contrôler des applications du net parce que ça devient dangereux. Nous devons y penser aussi. Et que les animateurs de ces réseaux sociaux, on doit pouvoir les identifier et les moraliser. L'AC a un travail à faire par rapport à ça. Parce qu'ils propagent l'information, donc ils sont diffuseurs d'informations. Et à ce titre-là, l'AC doit pouvoir, avec les structures de téléphonie mobile, on doit pouvoir contenir les informations et j'espère bien qu'ils en ont les moyens parce que c'est plus délicat. Oui, mais déjà en attendant les moyens, la sensibilisation déjà peut déjà être quelque chose, un début un démarrage. Demander aux gens de ne pas voler, ça n'a jamais arrêté le vol, vous le savez. Tout à fait, mais ça peut. Oui, mais mettre la pression sur les gens, ça permet aussi un temps soit peu de réduire le vol aussi. Le grand rendez-vous. Alors Bernard Dagla, il y a parmi nos compatriotes qui pensent que toute l'agitation médiatique observée de la part des compagnons de Boni Yayi ces derniers jours rime à une seule chose: faire de la diversion, semer la confusion, embrouiller les cartes, empêcher la reddition des comptes sur votre gouvernance passée et doper l'impunité sur les actes posés par le pouvoir du président Boni Yayi. Alors, que leur répondez-vous? Bon, tout à l'heure, je disais que le gouvernement du président Boni Yayi, en 2006, peut-être pensant bien faire, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il a fauté. Il l'aurait, puisqu'il a fait faire les audits sur les structures d'État, les sociétés, etc., etc. On aurait pu rendre public les résultats, et que ça permettrait, ça aurait permis peut-être d'améliorer davantage la gouvernance. Ça aurait permis de doiter chacun, de coller à chacun ce qui traîne comme casserole. Aujourd'hui, le président Patrice Talon
a demandé l'audit d'un certain nombre de structures. Moi, je dis bravo. Il faudrait qu'on sache ce qui a été fait avant. Je suis entièrement d'accord que des audits soient faits. Et soient faits sur l'ensemble des structures d'État, les sociétés d'État, sur l'administration. Qu'on les fasse. Et que les audits soient faits par des auditeurs. Par des auditeurs bien sélectionnés et connus, dont les conditions sont connues de tous. Donc pas des auditeurs partisans. Vous avez peur de quoi? On n'a peur de rien. Parce que sinon on retombe encore. Faut que s'il y a un auditeur, il faudrait que son nom soit connu. Il faudrait que les conditions de sa sélection soient connues. Voilà. Et là, ça rend crédible son rapport. Oui, mais de toute façon, au bout de l'audit, il a la justice. Mais si vous pouvez me laisser terminer. Je dis tout à l'heure que je suis d'accord pour qu'on fasse l'audit. À tous les niveaux, qu'on élargisse même d'ailleurs. Qu'on aille même jusqu'à 2011. Pourquoi pas 2006? Tout le gouvernement, tous les deux mandats peuvent être audités. N'est-ce pas? Mais les résultats de ces audits, parce que j'ai parlé de la forme, la procédure, j'ai dit, il faut que l'auditeur soit non partisan, qu'il soit crédible et qu'il a été sélectionné, connu de tous. Mais les résultats, une fois que c'est porté à la connaissance du gouvernement, qui apprécie, il doit saisir la justice pour que la justice fasse son travail. Nul n'est au-dessus de la loi. Les biens de l'État, nous sommes un pays pauvre, les biens de l'État ne peuvent pas être gaspillés, ne peuvent pas être vilipendés, dilapidés. Ça c'est clair. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire par rapport aux audits. Je dis, il faut les mener, mais bien les mener, et que la justice s'en suive. Et c'est seulement là, nous allons apprécier notre justice. Parce que quand on parle de crime de gouvernance, mais on oublie qu'il y a un élément important qui est la justice. Il y a un élément important qui est la justice. Si l'insécurité est grandissante, parfois, il faut se poser la question, mais rapprochez-vous des policiers. Mais est-ce que vous arrivez véritablement à arrêter les gens? Quand vous les arrêtez, qu'est-ce que vous en faites? Ils vous diront, nous sommes sous le juge d'instruction, nous déférons la personne et ce qu'elle devient. Et ça entraîne en longueur. Voilà. Et il en est de même pour ces dossiers économiques. Il faudrait que les dossiers dans lesquels on trouve qu'il y a malversation, qu'il y a détournement, qu'il y a du flou, il faut que la justice puisse s'en saisir rapidement, tout contacter lorsqu'elle est saisie, puisse en débattre rapidement et que les résultats soient connus et que les auteurs soient connus. Très bien. C'est comme ça que la gouvernance va s'améliorer. C'est comme ça qu'on aura de la crédibilité en matière de gouvernance. Alors, ces derniers jours déjà, vous avez suivi sans doute les résultats de ces audits, puisque vous en parlez, révélés par le Conseil des ministres, où on parle de plusieurs dizaines de milliards empochés pendant la gouvernance FCBE dans le secteur des véhicules d'occasion. Que pensez-vous de ce qui est ainsi révélé par les audits dont le gouvernement Talon a l'initiative? J'ai lu, j'ai écouté, comme vous, le conseil des ministres. J'ai lu à travers la presse et la publication ce qui a été dit par rapport à ces audits-là. Je suis égal à moi-même. Je dis que si ces audits ont été faits dans les règles de l'art, aujourd'hui, ils sont transmis à la justice et il appartiendra à la justice de trancher. Parce que notre gouvernance, elle en souffre. Il faut que, lorsqu'il y a des auteurs qui soient poursuivis, parce que on peut avoir des soupçons. Vous avez suivi les réactions d'un certain nombre d'opérateurs économiques qui ont réagi pour dire nous avons fait ci, nous avons fait ça. Nous, on n'est pas dans ce cas-là, pourtant on les a cités. Donc, tant que la justice n'a pas encore tranché, nous ne pouvons pas donner un avis. Mais ce que nous souhaitons, c'est que la justice, une fois qu'elle est saisie, aille jusqu'au bout. Et que même s'il faut aller au-delà de 2013, qu'elle le fasse pour que tout ce qu'il y a de sombre réapparaisse
au jour. Et vous serez donc prêt sur ces célèbres affaires de prédation compilées au cours des 10 dernières années, affaires ICC Service, Sensad, Maria Gleta, Machine Agricole, chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale, PPA de Jean Passe. Vous serez prêt, sans crier à la chasse aux sorcières, que les fautifs soient vraiment châtiés conformément aux lois de la République? Tous ces dossiers sont à la justice. Déjà, oui, bien sûr. Tous ces dossiers sont à la justice. Donc la justice, qu'elle fasse son travail. Et vous savez, il y a des dossiers pour lesquels on a demandé la levée de l'immunité d'un certain nombre de députés, d'un certain nombre de ministres. Que la justice fasse son travail. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas comme une satisfaction ironique derrière cette perspective que la justice fasse son travail, puisqu'on sait que de toute façon la justice ne va jamais vite, ne va jamais à la vitesse, à l'emploi. Mais alors, qui est-ce qui doit faire le travail? Et à ce qu'on appelle le temps judiciaire. Mais alors, qui est-ce qui va faire le travail? Vous accusez quelqu'un, le dossier est devant la justice, mais c'est grave. Vous n'avez pas les preuves. C'est la justice, il n'y a que la justice. C'est ce qu'a prévu notre constitution. Il n'y a que la justice pour trancher, pour dire il est coupable ou non. Mais tant que ce n'est pas fait, nous allons faire quoi? Je dis, et j'ai insisté, pour que la justice soit considérée dans la résolution du problème de gouvernance de notre pays comme un élément le plus important, comme l'élément le plus important. Que la justice fasse son travail. Mettons la pression tous, mettons la pression sur la justice. Tous ces dossiers dont on parlait sont au niveau de la justice. Ça n'a pas été enterré. Et ensuite, au titre de la loi, de la nouvelle loi contre la loi pénale et les infractions, codex et autres là, je pense qu'il y a une prescriptibilité désormais des crimes économiques. Donc, les gens peuvent beau dormir aujourd'hui, ils ont beau dormir aujourd'hui, demain ça peut les rattraper. Très bien. Voilà. Le grand rendez-vous. Alors, dernière question avant d'ouvrir le standard à nos auditeurs. Le successeur de votre mentor tient dans ses objectifs la révision de la Constitution avec l'option du mandat unique. Quels sont les arguments objectifs qui militent en faveur de la position des FCBE? Je rappelle que j'ai entendu des gens dire rageusement leur opposition au mandat unique. Est-ce que, enfin, de votre camp, je veux dire, qu'est-ce qui explique votre opposition? Quels sont les éléments que vous avez qui justifient que le mandat unique n'est pas une bonne chose pour le Bénin? Je dois dire que le rapport de la commission chargée des réformes, nous avons eu la chance de lire quelques extraits et que ce rapport comporte de très bonnes choses par rapport au fonctionnement de nos institutions et par rapport à la gouvernance. Seulement, il faut qu'on évite de polariser le débat sur le mandat unique. Sinon, les gens vont se camper dans leur position et les réformes ne pourraient pas aboutir. Il faut qu'on évite cela. Il faut que le peuple sache le contenu réel de ces réformes. C'est très important. Au-delà du mandat unique. Au-delà du mandat unique. Le mandat unique, allez-y pour poser la question à ma vieille, elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas que le président soit là 5 ans, 10 ans, elle ne connaît pas. Je veux dire, allez-y pour poser la population, ce n'est pas ça, ce n'est pas d'abord ça. Mais si le président Talon, puisque c'est sur cette base-là qu'il a été élu, pense que lui, il faut qu'il voudrait faire un mandat unique pour mettre de l'ordre dans les institutions, dans la gouvernance. Ça, c'est un choix qu'il a fait. C'est sur cette base-là que le peuple lui a accordé soit 24% et après soit 5%. Mais c'est tout à fait normal que fidèle à ses engagements, l'engagement pris dans son projet de société, qu'il revienne là-dessus. Maintenant, libre à la population, au peuple, d'apprécier la justesse de la chose. Le peuple peut apprécier, accepter. S'il est convaincu, il peut le dire non aussi. Donc c'est dans cette logique que se trouve la famille, ceux qui sont intervenus. N'ont pas mené ce débat encore. Le débat encore, d'abord, n'est pas sur la table. Donc des individus peuvent intervenir. Donc c'est pas un débat tranché. C'est pas soumis encore à appréciation. Donc on ne peut pas dire que la FCBE a dit ci, a dit ça. Des personnalités de la FCBE peuvent se prononcer. Et vous, quelle est votre position par rapport au mandat unique? Non, le mandat unique, moi j'ai des doutes. Parce que Yahya Boni a fait 10 ans, n'est-ce pas? En 10 ans, aujourd'hui, il en parle. On qualifie de tout ce qu'il a fait. Tout est négatif, tout est peint en noir. En 5 ans, la même chose
peut arriver. En 5 ans, celui qui a fait 5 ans, avant de partir, pour partir du moins, ne laissera jamais mettre en place quelqu'un qui mettrait à nu son quinquennat. Il aura toujours le prolongement du mandat de celui qui a fait 5 ans. Pour celui qui a fait 10 ans aussi, c'est pas... Mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pareil. Mais c'est pareil. C'est laisser de survie. C'est comme ça, de protection. C'est comme ça. Il partira jamais sans s'assurer que ceux qui prendront le fauteuil après lui soient des siens. Et fortement des siens engagés. Nous avons tenté l'expérience avec notre candidat qui a échoué malheureusement. Mais qui n'aimait pas conserver le pouvoir? Qui n'aimait le pouvoir? Quand on acquiert, on veut le conserver. Et en politique, tous les moyens sont bons pour pérenniser la conservation. Donc aujourd'hui, pris dans cet esprit-là, moi je dis que le mandat unique n'est pas celui-là qui va nous donner la garantie que un président qui viendrait après lui ne va pas changer. Parce que c'est l'aura du président qui parfois est mise en exergue. Les pays dans lesquels le président parle d'une consultation référendaire qui irait directement, du moins à la population, est-ce que c'est possible aujourd'hui à travers les textes et à travers certaines décisions prises par la Cour constitutionnelle et autres, là, est-ce que c'est possible? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas aller dans les détails, je ne peux pas dire exactement ce qu'il en est. Mais il y a un cas, le cas de Gaulle, le Charles de Gaulle, c'est ça, qui a osé mettre son mandat en jeu par rapport à un référendum de ce genre-là. Il a payé cash le prix. Quand il a échoué, quand il a échoué au référendum, il a démissionné. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Alors donc, nous avons le chef de l'État est entouré de bons juristes. J'espère simplement qu'ils nous diront quel est le choix approprié et qu'est-ce qu'il y a à faire pour que le référendum, s'il doit en avoir, suive la voie normale prescrite par nos constitutions. Très bien, en attendant que ce débat se fasse, nous allons prendre ici dans cette émission nos auditeurs qui certainement ont envie de vous poser quelques questions. 64 44 02 44 66 75 72. Est-ce qu'il y a un auditeur en ligne, Georges Bonou? Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour, Wilfried Adou. À qui avons l'honneur? Benjamin Bossari, je vous appelle d'Aroyal. Oui, monsieur Bossari, allez-y pour votre question. Je dis bonjour d'abord à votre invité, qui est un homme de qualité. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bossari. Je n'oublie pas Vigile à avancer. Bonjour. J'ai un homme de sécurité sur votre plateau, donc sans doute la question de sécurité m'intéresse beaucoup. Mais avant d'y aller, je voudrais lui apporter une anecdote. Écoutez, moi j'ai l'habitude d'aller régulièrement dans un pays de l'Afrique de l'Ouest où j'ai la chance de résider dans un quartier où dorment les hommes les plus riches du pays. Un jour, un monsieur que je connais très bien, qui est ami à mon frère, est venu me proposer la vente d'une arme. C'était un pistolet mitraillé. C'est ce que j'ai lu sur le carton qui contient cette arme. Monsieur Benoît Degla, dans cette atmosphère inquiétante, comment pensez-vous lutter contre l'insécurité? C'est toute ma question de ce dimanche. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Monsieur Bossede, bonne journée à vous. Nous prenons notre auditeur. Bonjour, est-ce qu'il est là? Non, pas encore. Oui, maintenant. Est-ce qu'il est là? Bonjour, auditeur en ligne, à qui avons l'honneur? Il est reparti. Alors, je rappelle les deux lignes sur lesquelles vous pouvez nous joindre, c'est le 64 44 02 44 66 75 72 et 72. Aucun auditeur. Et est-ce qu'il est là? Bonjour. Bonjour, cher journaliste. À qui avons l'honneur? Je vais donner 4 points Zumbono de Zumbodomé. Monsieur Zumbono, allez-y pour votre question. Cher journaliste, permettez-moi de remercier votre invité pour son franc-parler. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour monsieur, disons que vous allez bien? Ça va très bien. D'accord. Je vous remercie pour votre franc-parler. Merci beaucoup. Nous sommes dans un pays démocratique et chaque Béninois a droit à l'information. Merci. Cher journaliste, oui. Il est vrai qu'en 4 mois, tout ne peut pas être rose. Nous sommes d'accord.
ce que moi je déplore un peu, c'est l'insécurité qui est grandissante dans le pays. Nous avions tous vu au temps de Jakpata comment l'ancien ministre de l'Intérieur a mouillé son maillot. Ce que je demande, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes de l'État, on laisse tout et s'attaque à l'ancien régime. Monsieur Zumbono, est-ce que vous avez une question à poser à notre invité? Parce que le principe, c'est que vous appelez pour poser une question, pas pour faire des commentaires. Les commentaires, nous les laissons à notre invité. Ma seule question, monsieur le journaliste, oui, c'est de dire à son excellence l'honorable Degra que si le gouvernement de la rupture lui fait appel par rapport à la sécurité de notre pays, et si le gouvernement de la rupture lui fait appel pour nous sauver, c'est-à-dire pour rester à la place de nous de l'intérieur, quelle sera sa réaction? Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Un autre est là, bonjour. Oui, bonjour, le plateau. Oui. Toussaint Wane Edou. Oui, monsieur Wane Edou, allez-y pour votre question. Oui, honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Wane Edou. Oui, j'ai 3 questions pour vous ce matin. La première, vous aviez été ministre de la Sécurité nationale sous les président de la République, je vais nommer Yahi Boni. Oui. Aujourd'hui, nous avons Saka Lafiar comme ministre de la Sécurité. Depuis un bon moment, nous assistons à des braquages par-ci et par-là. Aujourd'hui, vous, le représentant de la nation, à l'hémicycle, mais vous ne dites rien à l'heure. Je dis, mais vous venez de dire tout à l'heure que les actions de l'intérieur ne rassurent pas encore une sécurité. Mais ne pensez pas que vous êtes coupable de n'avoir pas rapproché et proposé à l'acte de l'intérieur les pistes pour une sécurité de votre population. Deuxième question. L'ex-président de la République était à Parakou et aurait tenu certains propos que vous saviez bien sûr. Il sera aussi rendu sur l'aéroport en construction de Tourou. Yahi se montre clairement à Talon qu'il est son opposant numéro 1. Mais vous, qui êtes des alliés de Yahi Boni, refusez de nous dire clairement que vous êtes de l'opposition. Que vous êtes de l'opposition que Talon. De quoi aviez-vous peur? Troisième question. Qu'est-ce qui vous a empêché d'améliorer les conditions de vie des policiers avant votre départ de la tête du ministère de la Sécurité? Toussaint Walindou, excellent jeu de travail à vous. Merci, monsieur Wanedou. Vos questions étaient longues, on a eu la patience de vous écouter. Un autre auditeur est-il là? Non. Peut-être que nous allons... Oui, Georges Bono, oui, il y a un autre qui est là, oui. Un dernier bonjour. Peut-être, oui, bonjour, à qui avons l'honneur? On a tourné Abbas depuis Porto-Novo. Monsieur Abbas, allez-y pour vos questions. Oui. Bonjour, monsieur l'honorable. Ah, bonjour, monsieur Abbas. Oui. Loin d'être comme un désert de compétences, ce qu'on sait mieux faire au Bénin, à part le commerce d'importation, c'est l'intelligentsia politique, ce qui rend esclave notre économie. Quand l'intérêt personnel est menacé, les voleurs crient aux voleurs. Monsieur le ministre, dans sa déclaration, je cite, mesdames et messieurs, ne nous faisons point d'illusions, l'orientation politique, économique et sociale du nouveau départ est lourde de conséquences néfastes pour le pays et va appauvrir davantage nos populations. D'ici M. Azatassou, le lecteur du club FCDE. En votre absence, M. Azatassou, au nom de tous les membres du club, a reconnu et confirmé que vous avez en votre temps appauvri la population béninoise. Et aujourd'hui, vous nous donnez une alerte à ce que le régime en place ne nous appauvrisse davantage. Ma question, affirmez-vous cette déclaration? Ma deuxième question, vous avez été sous les commandes de l'ex-ministre Irénée Koupaki. Citez-nous quelques dossiers dans lesquels il est réellement impliqué, puisque M. Koupaki, à ma compréhension, n'a été qu'un signataire sous les ordres d'un patron. Ma dernière question, si vous le permettez très rapidement, vous n'êtes pas pour qu'on regarde dans le rétroviseur. Est-ce que ça ne serait pas mieux que vous votez une loi contre la révision des comptes à l'Assemblée nationale, puisque on n'en a jamais connu depuis Kérékou 1. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Merci. Est-ce qu'il y a un autre auditeur? Ce sera le dernier certainement. Oui, bonjour auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur Adonwe Vigile Avancé, je suis Armand Metton, j'appelle de Vedocor. Oui, monsieur Metton, allez-y pour votre question. Bonjour, monsieur le ministre Benoît Degla, honorable ministre ou ministre honorable. Bonjour, c'est le même, c'est la même chose. Je Metton, bonjour. J'irai rapidement, merci pour l'indulgence des journalistes et du
du réalisateur. La première, c'est par rapport à la commission qui a travaillé sur les réformes politiques et institutionnelles. 45 jours, pendant qu'on a fermé les vannes pour dire on a laissé l'État on a laissé les caisses dans un État qui ne dit pas son nom. Après 45 jours, les gens se sont rapidement partagés 10 millions. Et lorsqu'on voit la personnalité, en tout cas celles-là qui ont composé cette commission, on a entendu dire que 75% font partie des différentes commissions qui ont été mises en place. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut déjà partager 10 millions pendant qu'on affame le peuple à la base? Deuxième question. Moi, je ne veux pas faire la publicité. J'ai l'habitude d'aller acheter dans un hypermarché vers l'aéroport là. Mais je sais que l'hypermarché est déjà gardé par les gendarmes et policiers et autres. Mais la dernière fois, j'y étais le vendredi dernier, je vois la ronde des gendarmes à l'intérieur. Quand j'ai fini d'acheter à l'intérieur, j'ai fait un tour derrière pour aller à la plage, j'ai constaté autre chose. Est-ce que cette manière de faire la sécurité peut nous réellement sécuriser lorsqu'on sait que derrière à la plage, on a laissé les gens et pourtant ici, on fait ce qu'on appelle, excusez-moi, du one-man show. Et pour terminer, est-ce que déjà, avec cette gouvernance, le peuple peut déjà espérer mieux dans les prochains jours lorsqu'on sait que on annonce, mais il n'y a pas encore le déclic? C'était Herman Metton, je vous souhaite une excellente journée dominicale. Merci, vous êtes le dernier auditeur de la série. Nous revenons rapidement dans ce studio pour essayer d'apporter en moins de 12 minutes des réponses à ces nombreuses questions, parce que nous allons être très très rapides, synthétiques. Alors, Monsieur Zoumoron, c'est lui qui voudrait savoir, par exemple, si vous ne pourriez pas mettre votre expertise à la disposition de l'actuel gouvernement pour lutter contre les questions d'insécurité. Merci beaucoup. Je remercie tous les auditeurs. Je voudrais aller rapidement. La lutte contre l'insécurité par rapport à l'arme qu'on aurait proposé à un auditeur, c'est un problème de tous les jours. Vous savez, il est arrivé qu'au port de Cotonou, on ait saisi des armes. Et il y a une commission que j'ai eu à présider pendant 18 mois, la Commission nationale de lutte contre les armes légères, qui fait des saisies. Parfois, ça peut échapper. Et ensuite, la porosité de nos frontières fait que les armes aussi peuvent circuler d'un pays à l'autre. C'est un problème de vigilance, de vigilance, de veille permanente et de forte politique de renseignement. Le renseignement, tout à l'heure quand je faisais des propositions, je n'avais pas cité le renseignement. Le renseignement doit être un élément très fort. On doit pouvoir doter les renseignements de la police, de la gendarmerie de moyens appropriés et la communication et tout ça là pour pouvoir pister et essayer de rendre de rendre le sommeil impossible, n'est-ce pas, aux bandits. Vous savez, au niveau des armes qu'on saisit et autres, vous savez, il s'est fait que malheureusement, c'est dommage de le dire, notre pays n'a pas encore l'arsenal juridique lui permettant de combattre efficacement la détention de l'arme. Nous avons une loi qui est à l'Assemblée depuis 6 ou 7 ans, qui n'est toujours pas votée, mais si on vous saisit, sauf si l'arme est saisie au moment où vous commettez l'infraction, dans le cas contraire, je vous dis que je suis pas en mesure de vous dire ce à quoi vous êtes soumis. C'est comme si on vous donnait la liberté de posséder l'arme comme vous voulez chez vous. Permettez que je ne puisse pas dire sur le plan pénal ce que ça coûte la détention d'une arme. La loi est là, elle n'est pas encore votée. Je pense que l'insécurité... Vous allez peut-être vous y mettre pour que ça se vote en fait. Mais bien sûr. Je suis de la commission des affaires étrangères de la sécurité. C'est une préoccupation. Nous allons organiser bientôt un séminaire là-dessus. Et puis bon, voilà, procéder rapidement au vote de cette loi. Alors, je peux pas, en tant que député, je me vois pas appeler le ministre Galafial pour lui dire, voilà, mon cher ami, bien sûr, c'est vrai, nous sommes amis, nous sommes des frères, lui dire, voilà, la proposition que j'ai par rapport à cette lutte-là. Non.
si il pense que un conseil de moi peut lui servir, ben pourquoi pas. J'ai dit une fois sur une chaîne de télévision, un plateau de télévision, moi le ministre à qui j'ai succédé était en contact permanent avec moi. Moi je ménageais aucun effort de le consulter, etc. L'autre chose, c'est que il faut que nous prenions l'habitude de ne pas virer tout ce qu'on... Lorsque vous arrivez à un poste, il faut toujours essayer de travailler un petit temps avec ceux que vous avez trouvé en place. Moi, je suis resté 20 mois avec un policier gendarme pour savoir ce que c'est que la sécurité. Et aujourd'hui encore, je n'en connais pas suffisamment. Mais dans la précipitation, vous créez parfois des frustrations. Et vous faites il y a des nominations qui sont faites, qui sont parfois... qui ne répondent pas aux attentes. Et ça crée des problèmes au niveau de la corporation elle-même. On doit amener les policiers et les gendarmes doivent travailler de commun accord. Il n'y a pas un cadre de concertation où ils se retrouvent. Moi, de mon temps, j'avais créé un PCO au camp où policiers, gendarmes, militaires se retrouvaient toutes les semaines pour discuter des problèmes de sécurité. L'opération Jakpata n'a pas été inventée au Conseil des ministres, mais ça a été inventé, créé par les forces de sécurité ensemble avec le ministre de l'Intérieur. C'est comme ça que nous avons mis l'opération en place, avec un conseil, avec un PCO qui décide des axes sur lesquels il faut aller, qui décide des moyens qu'il faut mettre en place, etc. Nous n'avons pas réussi, mais c'est ce que nous avons fait. Voilà. Alors, c'est sur cette question-là, vous répondez en même temps à M. Wadendou, qui voulait parler qui vous accusait de silence coupable. Alors, Boni Aïe, c'est toujours Wadendou, Boni Aïe, opposant numéro 1 de Talon, et vous refusez d'assumer votre statut d'opposant. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? J'ai expliqué. Le président Yahya Boni n'est plus au pouvoir. D'accord? Il a supporté un candidat qui a été battu. On en a pris acte. Aujourd'hui, le président Yahya Boni est un citoyen libre de ses mouvements, de ses déclarations, chaque fois qu'elle ne porte pas atteinte à l'unité de notre pays. Donc, on ne peut pas lui interdire de parler. Qu'il le fasse, il n'y a pas de problème. Mais il y a un groupe politique qui est avec lui, qui est l'Alliance, qui a besoin d'être toiletté. Nous avons besoin, et ça, disons la vérité. Il continue d'être le leader des FCB. Mais je ne dis pas le contraire, mais je dis, pour ce qui reste aujourd'hui de la FCB, nous avons besoin de nous retrouver et de définir les lignes précises, les lignes claires sur lesquelles nous devons marcher. C'est pas un individu qui se va se lever pour dire ceci, c'est ça. Nous, j'ai appartenu, bon, excusez-moi si j'emploie ce terme-là, j'ai appartenu au groupe restreint de 4 ou 5 personnes qui ont écrit les 4 lettres de FCBE en 2007. Et il y en a que je n'ai pas vu. Et je ne sais pas s'il y en a vu dans la salle. Vous êtes en train de dire que vous êtes un membre fondateur des FCBE. Je suis membre fondateur. Je vous ai dit que le titre de 4 ou 5 avec le chef de l'État a écrit les 4 lettres FCBE. Donc je sais comment elle a été créée et nous savons l'idéologie qui est la nôtre. Nous avons perdu le pouvoir, mais nous n'avons pas perdu l'espoir de revenir. Mais nous devons nous organiser. Et c'est cela, ce qu'il faut. Donc, c'est déclaré opposant ou pas, n'est pas le problème. C'est quel accompagnement nous faisons par rapport à tout ce qui est bon pour notre pays. Très bien. Alors, améliorer les conditions des policiers avant le départ, vous n'avez pas pu le faire, pourquoi? Non, je ne sais pas, mais si je vais demander à monsieur Wanaidou de se rapprocher de quelques membres de la hiérarchie policière. Vous savez, il fut un moment où, ministre de l'Intérieur, je prenais en charge les unités, les compagnies de gendarmerie sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, et les commissariats, et les brigades territoriales. Ces unités avaient, et la police et la gendarmerie avaient de quoi assurer la carburation tous les mois. C'était pas suffisant, mais on le faisait quand même. Je suis arrivé pour monter l'opération Jakpata. Je suis encore désolé de répéter ça ici. Nous avons mobilisé plus d'une centaine de véhicules. Il a fallu aller 2 fois en Iran. Contre la volonté de certaines personnes ici, nous avons ramené 40 véhicules. Nous nous sommes retrouvés en Côte d'Ivoire avec nos relations, avec le ministre actuel de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur. Nous avons pu ramener une vingtaine de véhicules. Nous avons négocié avec les sociétés d'État, la Sobemap, le port, le CNCB, la loterie et la Sobibra. Et tous ces véhicules sont où finalement? Écoutez, moi je suis parti, j'en ai pas emporté. Ces véhicules sont restés à la disposition des forces de sécurité. Il y a un PCO, je vous ai dit, qui était basé au camp. Voilà.
Alors, Monsieur Abbas, il a posé une série de questions. Oui, par rapport au Premier ministre Koupaki, c'était la question dans laquelle il serait impliqué. Non. Le président ne signe jamais un décret sans que le ministre Koupaki n'ait apposé sa signature. Il signe toujours avant le président. Un cadre émérite de ce genre qui étudie les dossiers et qui peut dire qu'il n'est pas au courant, il y a problème. Deuxième chose, le dossier PVI, Coton, il assumait la présidence du comité qui se réunissait chez lui toutes les semaines. J'étais membre de la commission. C'était chez lui, à la primature, qu'on faisait les réunions. Et à lui d'aller rendre compte au chef de l'État. Donc, que aujourd'hui, il soit retrouvé dans l'OTAN, il ne peut pas, mettre en pète, considérer tout ce qu'il a fait. Pendant 7 ans, quand même. Maintenant, le reste, je crois que si la justice, comme je l'ai dit, fait correctement son travail, elle doit pouvoir aller, parce que c'est sûr que les gens vont demander qu'on aille au-delà de 2000, avant 2013. Il aura à s'expliquer. C'est clair. Parce que je dis, le président Yabouni ne signe aucun document sans que lui n'ait préalablement sa signature. Voilà. Alors, nous sommes malheureusement au thème de cette émission. Déjà 90 minutes, c'est vite passé. Est-ce que vous voulez conclure rapidement en 1 minute? Parce que là, oui, merci beaucoup pour cette occasion que vous m'offrez. Je voudrais simplement demander à la population béninoise que Dieu nous aime. Dieu aime notre pays, comme on le dit. Mais il aime aussi les populations, il aime aussi les peuples, les autres peuples. Faisons en sorte que, à travers des propos déplacés, désobligeants, ne créons pas la psychose, que nous ne créons pas ce qui peut ne pas être contrôlable après. Nous sommes dans un état de droit, il y a les structures appropriées pour régler les problèmes. Nous sommes dans un pays où la Constitution a prévu tous les paliers par rapport aux différents problèmes. Il n'est pas bon qu'on jette de l'huile sur le feu, comme l'a fait le ministre Rakhomé. On dirait que c'est l'action qui a appelé la réaction. Oh non, encore que l'action, je vous ai dit, il est fautif, là, il doit démissionner parce qu'il est capable d'assurer la sécurité de l'aéroport. Parce que n'importe qui peut débarquer à l'aéroport avec des armes. Donc, nuitamment, on va faire le repérage et on débarque nuitamment. Puisque les gens le font sur les voies carrossables. Très bien. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous allons demander à nos populations, à l'appeler au calme, à la patience. Nous avons élu le président de Patrice Talon, qui est aujourd'hui le président de tout le Bénin. Et nous allons l'accompagner pour qu'il réussisse son mandat et que nous puissions dire dans les 5 ans à venir que nous avons avancé. Très bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, il est venu le moment de boucler notre conversation avec Benoît Degla, ancien ministre et député à l'Assemblée nationale. Monsieur Degla, nous vous remercions d'être venu en direct éclairer de votre opinion l'actualité de la semaine. Georges Ponou a assuré la réalisation technique de cette émission. Vigile Awansé, Wilfried Adou, nous vous remercions de votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain, même fréquence, avec de nouveaux invités, si Dieu le veut. Le grand rendez-vous.